Bon, moi, je suis le président de l'association Corsica Genealogy. Donc, Corsica Genealogy, c'est une association qui a été créée il y a 10 ans, qui regroupe plus de 1000 adhérents, qui a plusieurs objectifs. Donc, nous, on fait des... Vous le verrez au cours de la présentation, on est à la recherche des sources perdues de la Corse, en particulier des registres d'état civil, des registres de notaires qui peuvent être encore soit en main privée, soit dans des mairies en exemplaire unique. On fait aussi des campagnes de numérisation de toutes les archives qui peuvent servir pour la généalogie, qui sont archivées à Gênes. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Voilà. Après, avant, dans une autre vie, j'étais lieutenant-colonel dans l'armée de l'air, pour ceux qui ne le savent pas. Voilà un peu mon parcours. Donc, je vais vous parler des particularités des recherches généalogiques en Corse. Donc, les particularités, on ne peut pas faire de généalogie en Corse sans connaître l'histoire de la Corse. Parce qu'en fait, ces particularités, elles sont intimement liées à notre histoire. Aujourd'hui, les gens, ils n'ont pas conscience qu'aujourd'hui, on a été plus longtemps génois que français. C'est mathématique, c'est comme ça. Donc, je vous parlerai des principales sources en Corse, en particulier sur l'accès sur les différences que vous pouvez avoir avec celles que vous trouvez sur le continent. Et ensuite, les particularités des recherches ou la particularité des recherches en Corse. Parce que si vous commencez des recherches en Corse sans connaître cette particularité, le mur, il n'est pas loin. Donc, l'histoire de la Corse, elle commence bien avant l'an 800. Mais l'an 800, c'est une date. C'est en gros, c'est la fameuse reconquiste sur les morts par le mythique Ugo Colonne. Alors, pourquoi je parle du mythique Ugo Colonne? Parce que c'est quelqu'un qui, à l'origine, suivant le chroniqueur Giovanni della Grosse, qui est un chroniqueur moyenâgeux, des lignées des seigneurs qu'on appelle le Chinarchès, donc de 5 familles seigneuriales de la Corse du Sud. Alors, aujourd'hui, on peut dire que c'est quand même mythique, parce qu'on s'aperçoit qu'avec la généalogie par l'ADN, il y a quand même quelques différences entre les descendants de ces familles au niveau génétique, surtout pour les garçons. Ça ne veut peut-être rien dire, parce que l'échantillon n'est peut-être pas suffisant pour pouvoir conclure, mais il y a quand même des gros doutes sur l'existence de ce Ugo Colonne et qui peut être mis en cause par d'autres textes. En fait, ça va être aussi le début de la Corse terre pontificale. Ça va être la gestion de la Corse qui va être par le pape. En fait, il va y avoir une première étape où le pape va confier en 1077 la création de la Corse à l'évêque de Pise. Cette Corse pisane va entraîner la création des seigneuries. C'est là qu'on va apparaître aussi bien dans le cas corse que dans la Corse du Sud, principalement, ce qu'on appelle les principales seigneuries. Ça veut dire que les gens, ils vont être administrés par un seigneur et c'est à lui qu'ils vont payer des impôts. C'est-à-dire que ce seigneur aura des vassaux qui vont lui payer des impôts. Cette Corse pisane va s'arrêter en 1284 à la bataille de la Meloria, où Pise s'efface devant Gênes. Et 1284, on va dire le début du XIVe siècle, c'est le début de la Corse génoise. En 1358, il y a une première révolte contre les seigneurs féodaux, en particulier dans le nord de la Corse, qui va devenir la terre dei comuni. Mais ce que les gens ils oublient de rajouter, c'est la terre dei comuni di Genova. Parce qu'en fait, ces gens, c'est sans beaucoup de jeu d'allant, il va se placer sous, on va dire, la protection ou la domination de Gênes. Alors que les seigneurs du sud de la Corse vont rester sous leurs informats de seigneurie, c'est-à-dire des châteaux, des vassaux, etc. Dans la terre des communes, ils vont essayer de faire ce qu'on appelle un régime un peu démocratique. Et pourquoi ça se retrouve aujourd'hui? C'est qu'aujourd'hui, on peut dire que la terre des seigneurs, c'est la terre de la propriété privée, alors que dans la terre des communes, vous avez beaucoup plus de biens communaux. C'est-à-dire que quand vous regardez le patrimoine des communes, dans le nord de la Corse, c'est des communes qui ont souvent un patrimoine communal très étendu, alors que le sud de la Corse, c'est un patrimoine de propriétaires privés. Ce qui entraîne des mentalités énormément différentes. En 1380, il y a la fondation de Bastia. Pour les Génois, Bastia sera leur capitale. C'est le palais du gouverneur. En 1453, ils vont concéder la Corse à l'Office de Saint-Georges. L'Office de Saint-Georges, c'est la première banque du monde, une des premières. Donc, qui veut dire banque, veut dire profit. C'est-à-dire que l'administration de la Corse par l'Office de Saint-Georges, pour eux, il devait y avoir un retour en monnaie sonnante et trébuchante.
En 1492, c'est facile, c'est la même année que l'Amérique, il y a la fondation d'Ajaccio. En 1553, il y a la première intervention française en Corse avec Sampiero Curzo. Sampiero Curzo, c'est un monsieur de Bastelica qui a été soldat au niveau des Médicis. Il a fait ses études, enfin, on va dire sa formation militaire à Florence auprès des Médicis. Et en fait, 1553, c'est la première prise en compte de l'importance stratégique de la Corse par la France. En fait, c'est le début de rivalité entre la France, l'Espagne et l'Angleterre, où on s'aperçoit que pour contrôler la Méditerranée, il faut contrôler les îles. Et qui contrôlait les îles contrôlait le trafic maritime. Et on verra que c'est quelque chose qui va devenir vraiment important dans la suite de l'histoire, parce que ça expliquera pourquoi la France, en 1768, va récupérer la Corse auprès des Génois. Parce que Chypre et Malte étaient déjà aux mains des Britanniques et ils ne pouvaient pas récupérer la Sardaigne. Alors, on va dire que cette Corse génoise, elle va durer jusqu'à peu près en 1729, où il y a un certain nombre de révoltes qui vont débuter principalement pour une question fiscale. C'est-à-dire que les Génois étaient en train d'augmenter fortement les impôts et les gens ne pouvaient plus les payer. Donc, ce n'est pas tout à fait la fin de la Corse génoise, parce qu'ils tenaient encore leur préside. Et ils considéraient qu'à partir du moment où ils tenaient les places fortes, ils tenaient la totalité de la Corse. En fait, dans l'intérieur, ils ne tenaient plus rien du tout. En 1736, arrive Théodore Ier, roi de Corse. Donc, Théodore, il a fait de sa capitale à Cervione. Ça n'a pas duré longtemps. Il s'est entouré de quelques potentats locaux. Il était fauché comme un rat mort. Donc en fait, il avait créé un ordre décoratif pour récompenser ses bons serviteurs, mais il n'aura jamais fait faire de médailles parce qu'il n'avait pas les sous pour les faire. Alors, en 1755, c'est les consuls qui nomment Pascal Paoli général de la Corse indépendante, et il veut faire de la Corse un État moderne, autonome, et en faisant de Corté sa capitale. Donc, Pascal Paoli, il faut savoir qu'il a géré la Corse, mais il avait quand même des familles qui lui étaient fortement opposées, soit pour des raisons familiales, ancestrales, qui faisaient qu'elles s'opposaient, mais il n'a jamais fait l'unanimité partout. C'est-à-dire qu'il y avait toujours des parties de certains endroits ou certaines communautés qui lui étaient opposées. En 1768, c'est le traité de Versailles, c'est Gênes, alors vous pouvez l'appeler comme vous voulez, qui cède la Corse à la France. Il y en a qui disent qu'ils l'achètent, il y en a qui disent qu'ils ne l'achètent pas. En fait, c'est ce qu'on peut dire, c'est le début de la Corse française. En 1769, c'est la défaite de Pontenot, c'est-à-dire que c'est la défaite des troupes de Paoli contre l'armée française. En 1769, le 15 août, c'est la naissance de Napoléon Bonaparte. On ne peut pas parler de l'histoire de Corse sans parler de Napoléon. Et c'est le début de ce qu'on va appeler la Corse française. Les débuts vont être chaotiques. D'abord parce que vous le verrez plus tard, sur certains documents, ce n'était pas fait comme sur le continent. Il y avait des mentalités qui étaient complètement différentes. Il y en a qui n'acceptaient toujours pas la domination française. Il y a eu la Révolution française qui a aggravé les choses. Il y a quand même eu le 30 octobre 1789 un décret qui intégrait la Corse à la France. Mais en 1793, c'est le départ de Bonaparte. Il quitte la Corse, Napoléon quitte la Corse avec sa famille. Et en 1793, Paoli, qui était revenu d'exil, est considéré comme traître à la République. Donc, dans ces cas-là, il se met d'accord avec les Anglais, et de 1794 à 1796, il y a ce qu'on appelle le royaume anglo-corse. C'était un royaume où il y avait Paoli qui était censé gérer l'administration avec un vice-roi anglais au-dessus de lui. Donc, je peux vous dire que toute cette période, rien que déjà politiquement, on s'aperçoit que les petits gens qui étaient en bas dans les villages, ils ne savaient plus trop ce qui se passait en haut. Donc quand on ne sait pas trop ce qui se passe en haut, on a du mal à appliquer les directives. Donc on va dire que, franchement, à partir de 1798-1800, c'est le début de la Corse française. Ce début va être sanglant. Napoléon, quand il va envoyer un général qui s'appelle Morand, il va taper fort. C'est-à-dire que dans le Fiumo, il y aura des gens qui vont être pendus, déportés à Embrun, tout ça parce qu'ils étaient contre... mais Morand était réputé pour être quelqu'un à la poigne de fer. Bon, après, ça va un peu s'adoucir. Et dans l'histoire,
on va s'apercevoir que celui qui a le plus fait pour la Corse, c'est pas Napoléon Ier, c'est Napoléon le Petit, c'est Napoléon III. Parce que c'est vraiment lui qui a apporté de l'argent pour moderniser les infrastructures. Alors, pendant la Première Guerre mondiale, 1914-1918, on le sait tous les villages vont porter un tribut lourd à la guerre de 14-18. Il va y avoir entre un tiers et la moitié des hommes d'une classe d'âge qui vont disparaître pendant la guerre de 14, ce qui va entraîner toutes les conséquences qu'on connaît après, la désertification des villages, de nombreuses jeunes filles qui vont rester célibataires parce que malheureusement les traditions faisaient que quand le fiancé était mort à la guerre, c'est comme si le mari était mort à la guerre, donc on ne se remariait pas, etc. Le fait qu'il y ait moins de travail en Corse, parce que les exploitations agricoles vont mourir du fait de manque d'hommes dans les maisons, petit à petit, l'exil va se créer. En 1942, la Corse va être occupée par les Italiens, puis après par les Allemands, mais il faut quand même retenir que le premier département français libéré, c'est la Corse. La première ville française libérée, c'est Ajaccio. Il y a eu le débarquement en Provence et le débarquement en Normandie, ils ont eu bien après. Alors, il y en a qui ont tendance à l'oublier un peu quand ils écrivent des livres d'histoire. Voilà. Bon. Donc maintenant, on va en venir aux sources. Vous voyez que cette histoire, elle va entraîner des conséquences qui vont être importantes sur tous les registres et documents qu'on va pouvoir utiliser. Ça va être soit des différences qu'on verra de langue, soit c'est des différences de documents qui n'existent pas ailleurs. C'est-à-dire que vous pouvez aller chercher dans certains documents, faites votre généalogie en France. Si vous l'appliquez à la généalogie en Corse, je ne pense pas que vous êtes arrivé de trouver quelque chose. Donc, la première chose, bon, on va faire un petit rappel, 1792, l'état civil, création de l'état civil, rédaction des registres confiés aux officiers d'état civil, un double exemplaire, un exemplaire pour le greffe, un exemplaire pour la mairie, création des tables annuelles et décennales. Donc les tables annuelles commencent en 1793, sauf en Corse. Pourquoi ? Parce que les décrets de 1792, il a été mal compris, donc pas appliqué. Un ordre mal donné, toujours mal exécuté. Ensuite, il y a eu le royaume anglo-corse. Et là, les maires des villages à qui j'obéis, on va attendre que la situation se calme. On verra après en qui on obéit. Ça veut dire que l'état civil il se met en place en Corse à partir de 1798 avec difficulté. Il y a beaucoup de communes où vous n'avez pas d'acte à partir de l'an 6. Ils vont plutôt commencer en l'an 11, voire en l'an 12. Les créations d'étapes décennales en Corse, c'est 1803. Il n'y en a pas avant. C'est-à-dire qu'avant, si vous cherchez un acte qui peut avoir lieu entre l'an 6 et l'an 11, si vous avez des registres, il faut tout lire les pages pour retrouver l'acte qui peut vous concerner. Il n'y a pas de table. Et ensuite, ces registres ils sont tenus en toscan, parfois jusqu'en 1854. Dans les grandes communes comme Ajaccio, c'est du français. Bastia, c'est du français. Par contre, vous prenez tous les petits villages, c'est du toscan. La difficulté qu'il faut connaître, c'est qu'il faut connaître la traduction de tous les prénoms entre le toscan et le français. Parce que, par exemple, quand vous cherchez quelqu'un qui va se marier sous le prénom d'Étienne, ceux qui vont aller chercher son acte de naissance, ils vont aller le chercher à quel prénom ? Stéphane. Stéphane. Alors après, il y a aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, c'est quand on fait de la généalogie, on garde le prénom de l'acte de naissance. Donc quelqu'un qui est né Francesque, même s'il se marie François et meurt François, il restera Francesque quand on publie ses données. Quand je vois des gens qui sur certains sites publient des François nés en 1720 en Corse, je me dis qu'ils n'ont rien compris à l'histoire. Voilà. Alors, l'état civil, en fait, les particularités, en Corse du Sud, il y a 2 collections. Quand les archives ont numérisé, ils ont fait une collection idéale, qui va de 1800 à 1912, parfois plus. Ça dépend des actes qu'il y a dans les registres, qui est consultable sur le site de la collectivité de Corse. Nous, on a numérisé quelques collections communales qui sont plus complètes, en particulier au niveau des mentions, et certaines collections du greffe pour la période 1912-1913. Elles sont consultables sur notre site. En Haute-Corse, il y a un gros souci. C'est qu'en 1943, une partie de la collection du greffe est partie en fumée. Il y a eu un bombardement. Donc, il y a ce qu'on appelle les communes rescapées, c'est les communes qui ont les 2 collections. Elles sont consultables sur le site de la collectivité de Corse jusqu'en 1890.
Pour les communes sinistrées, les recherches doivent se faire dans les mairies. Avec une difficulté, c'est que c'est des petites mairies, ouvertes une demi-matinée par semaine. Donc nous, on était la semaine dernière dans un petit village, 55 habitants, 20 fond de la Castaniche. On est monté le mercredi matin, la secrétaire, ça a commencé avec un monsieur qui voulait installer le mobil-home sur son terrain, qui avait un problème, qui ne comprenait pas pourquoi la DDE lui refusait le mobil-home. Après, la préfecture qui gueulait parce qu'ils avaient oublié d'envoyer tel papier. Après, la trésorerie qui n'avait pas reçu le formulaire XXX. Et après, il y avait un généalogiste professionnel qui avait demandé, je crois, une quinzaine d'actes. Donc, la dame, elle a dit, j'ai pas le temps. Donc, ça passera en dernière priorité. Donc, il faut comprendre que dans ces petites communes où il n'y a qu'un seul secrétaire qui sont ouvertes une demi-matinée, ils ne peuvent pas répondre aux demandes de recherche généalogique parce que ce n'est pas de la mauvaise volonté, c'est souvent parce qu'ils n'ont pas le temps. Après, il y a les problèmes, il y a le réseau d'eau, il n'y a pas plus d'eau dans les maisons, donc bon, il faut comprendre que la priorité, c'est quand même d'appeler le plombier pour réparer la fuite d'eau. Donc, nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a engagé une campagne de numérisation de ces registres, faisant des conventions avec les mairies. On fait les photos, on en donne 3 exemplaires. Un pour l'association, un pour la mairie et un pour la collectivité de Corse, pour les archives. Les archives ont pris un peu l'engagement de ne pas les publier sur leur site, pour qu'on puisse profiter que les gens viennent les voir sur notre site, sachant que nous, on respecte la loi, c'est-à-dire que les photos, même si on a plus que ce qu'on pourrait avoir, on ne publie des photos que jusqu'en 1924 pour les naissances et mariages, et jusqu'en 1929 pour les décès. Pourquoi on ne va pas plus loin? Parce qu'après 1929, c'est des registres qui mélangent mariage, naissance et décès. Donc on n'a pas le temps de tout redécouper pour le faire. Ensuite, les archives viennent de commencer à récupérer une partie de la collection du greffe qui couvrait des années de 1890 à 1950. On a des adhérents à Bastia qui ont commencé à la numériser. En particulier, ils sont en train de numériser tout Bastia. Donc c'est déjà une grosse partie. Et là, ils ont numérisé jusqu'en 1917, naissance, mariage et décès sur Bastia. Donc ça, si les gens ils ont besoin de les consulter, il faut aller sur notre site. Par contre, il faut être adhérent. C'est-à-dire que l'accès aux photos d'archives est réservé aux adhérents. Voilà. Les registres paroissiaux. Donc, là, on rentre dans la période des prêtres. Ce qui va se passer, c'est qu'on sait qu'avant 1563, à part exception, il y a très peu de registres de baptême et de mariage. Pourquoi? Parce que c'est le Concile de Trente qui a imposé l'enregistrement des baptêmes et des mariages au niveau religieux, et qu'avant, c'était un peu au bon vouloir des curés, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient le faire. Alors, on va trouver un certain nombre de registres. Bastia, c'est 1576. On va en trouver un certain nombre qui vont jusqu'en 1623 en fonction. Là, il faut regarder chaque village. Pourtant, en 1668, il y a un certain Chardon, un intendant qui arrive, qui dit il ne se tient aucun registre dans les paroisses ou de la ville ou des campagnes de cette île. Donc, quand on voit l'état qu'on a avant, on voit qu'il y a quand même un certain nombre de communes. On s'est dit qu'est-ce qui s'est passé? Ou il a bu, ou c'est parce qu'il ne comprenait pas le toscan qu'il a dit qu'il n'y avait pas. En fait, non. Tout vient de l'administration française. Il faut savoir que depuis longtemps, depuis Louis XIV, on tenait les registres en double exemplaire. Un pour la commune et l'autre pour l'administration royale. Donc pour l'administration royale, ce qui était dans la commune, c'était moins important que ce qu'il y avait dans l'administration royale. Donc l'autre, qu'est-ce qu'il a fait? Il a été dans le palais du gouverneur, il a dit où sont les registres? L'autre lui a dit j'en ai pas. Donc aucun registre dans les paroisses ou les campagnes de cette île. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un édit qui, à partir de 1770, a imposé la tenue de 2 registres dans chacune des paroisses de Corse. Donc c'est pour vous expliquer pourquoi, déjà avant 1770, il n'y a qu'un seul registre. Ce qui veut dire que les risques de perte sont plus importants que ce que vous pouvez trouver, par exemple, sur le continent. Alors, les particularités des paroissiaux, ils sont tous tenus en latin ou en toscan. Il n'y en a pas en français. La collection est beaucoup plus riche en Haute-Corse qu'en Corse du Sud. En fait, on s'aperçoit qu'en Corse du Sud, la collection elle s'arrête souvent en 1769-1770. La raison en est simple, c'est qu'à un moment, il y a un évêque qui a dit « Ramenez-moi tous les registres Ajaccio ». Donc, les prêtres, le chef a dit « Hop, on ramène ».
Ensuite, il y a un autre cardinal, un évêque qui est arrivé qui a dit « Oh, ça prend une place, stockez-les-moi dans la cave ». Ce qu'il avait juste oublié, c'est que la cave, elle était située à 50 mètres du port. Et qu'il y avait un peu des remontées d'humidité dans la cave. Donc quand ils ont rouvert la cave, tous les registres n'étaient plus qu'un bouillon de culture. Donc, poubelle. Ensuite, il y a peu de registres en ligne pour la Haute-Corse sur le site de la collectivité de Corse. Pourquoi? C'est un héritage du passé sur lequel je ne reviendrai pas. Mais là, il faut savoir que la numérisation vient de se terminer et que nous, on a une grosse collection sur le site de l'association. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de registres paroissiaux, Bastia, etc., qui sont numérisés. Normalement, les archives devraient mettre en ligne la numérisation qu'ils viennent de faire dans le courant de l'année prochaine. Après, c'est un problème de capacité de serveur, parce que ça représente beaucoup de place sur les serveurs. Alors, la principale particularité des registres paroissiaux, c'est qu'entre 1794 et 1820, il n'y a quasiment plus aucun registre paroissial, sauf exception dans la grande majorité des communes. En fait, si vous allez à l'évêché, vous leur dites « J'ai fait des registres paroissiaux après 1794, il y a 3 communes. » Et les autres commencent tous en 1848. Donc ça explique pourquoi on va dire que la période 1794-1805, c'est ce qu'on appelle la période noire des recherches généalogiques en Corse, parce que c'est souvent là que vous avez le plus de mal à trouver soit des actes d'état civil, soit des registres paroissiaux, donc pour trouver des mariages en particulier. Les registres paroissiaux, vous voyez, vous avez Campile, où là, par exemple, c'est du latin. Donc là, il faut se remettre dans le gaffio et puis un peu chercher, savoir. Bon, après, ce qui est important, c'est de savoir, de connaître la traduction des prénoms. Vous voyez, Petro Mariam, Olim Pompone, et Maria Agnès, Olim César Antonio. D'accord? Et là, vous êtes à Ajaccio, vous êtes en 1745, et là, le mariage, il vous donne des noms de famille. Donc, ici, là, vous voyez, c'est du toscan. Donc ça va être suivant les villages, suivant les endroits. Vous avez des curés, par exemple, à Campile, en 1756, il écrit en latin, en 1695, il écrit en toscan. Donc ça va dépendre du curé, ça va dépendre de ce que vous voulez. Les baptêmes, là, celui-là, je ne vous le traduis pas, vous savez tout ce qu'il c'est. C'est juste pour vous faire remarquer que les gens n'étaient pas obligatoirement baptisés le lendemain de leur naissance. Parce que vous savez tous quand est né Napoléon. Ah, un petit blanc. Le 15 août 1760. Ouais, mais regardez, il a été baptisé le 21 juillet 1771. Donc il n'a quand même pas été baptisé le lendemain de sa naissance. Ils étaient ondoyés. Non, lui, il n'a pas été ondoyé. Lui, en fait, il n'a pas été ondoyé. Il a été baptisé 2 ans après parce que le parrain, il a mis 2 ans pour descendre de Caluy. En fait, dans ces familles-là, comme on voulait chercher un parrain important, en fait, ils attendaient que le parrain soit dans le village pour les baptiser. En fait, ceux qui étaient ondoyés, c'est ceux qui étaient vraiment chétifs, qu'on avait peur qu'ils ne passent pas à la nuit et qu'on puisse les enterrer avec un prénom. Si ils étaient comme Napoléon, ils mouraient entre-temps, il disait un enfant sans nom. Il ne lui donnait pas de nom. Quand il a... Ouais. Eh bien, pas grave, hein, il n'allait pas au paradis. Et là, vous voyez ici, c'est un truc à pair, c'est un baptême. Alors, Giacomo Philippe, nato de légitime matrimonio d'Abate Quandam Girolamo et Maria Catarina moglie dell'Iper. La différence, il y en a une principale. C'est que lui, vous voyez, ses parents, on sait qu'il est fils de Carlo Bonaparte et de la Signora Letizia Moll. Ici, si vous vous dites qui c'est, je vous paye un paquet de cacahuètes. En fait, là, vous n'avez pas de nom de famille. Vous voyez, ici, vous avez juste le prénom du père suivi du prénom du grand-père. Et on verra que c'est la particularité des recherches généalogiques en Corse, c'est que les noms de famille, avant une certaine époque, il n'y en a quasiment pas dans les villages. Là, vous êtes dans une des sépultures attiques, à vous, c'est la même chose, vous voyez Pietro. Isabelle, quand Dame Bernard, Diane 34, a rendu son âme à Dieu. La difficulté que vous avez avec ce genre d'acte, c'est que vous avez 2 possibilités. C'est soit une femme, soit une fille.
parce que ça veut dire Isabelle de feu Bernard. Ça peut être Isabelle, fille de feu Bernard, ou Isabelle, veuve de feu Bernard. Les deux possibilités sont possibles. Après, vous avez ici Anna Maria di Pietro, Diane Cinquantotte. Là, c'est pareil. Vous avez la possibilité de dire c'est soit la fille de Pietro, soit la femme de Pietro. Vu son âge, on va dire qu'il y a plus de chances que ce soit la femme de Pietro, parce que sinon le Pietro, il aurait sous 80 ans à peu près, et à l'époque, des gens qui vivaient à l'âge de 80 ans, il y en avait très peu. Mais c'est juste de la statistique. C'est des choses qu'il faut savoir quand vous faites des recherches. C'est-à-dire que ça, il va falloir étudier, vous dire, est-ce que j'ai un couple, Anna-Marie, qui est mariée avec un Pietro, qui pourrait correspondre? Là, par contre, vous êtes à Bastia, vous voyez, vous avez plus d'informations. Le corps de Stéphane, fille du Pasquale Capai, de profession maçon, et ils vous disent même qu'il est né à côté de Santo Pietro d'Aene, à côté de Gênes. Donc là, c'est beaucoup plus riche. Donc en fait, ça, on voit que par exemple, lui, c'est le corps de Lorenz, della Pieve et d'Ornane, d'Hippomonte. Alors là, quand ils vous disent de la Pieve, il peut être de 10 villages. C'est-à-dire que la précision n'est pas très importante. On vous dit simplement, il fait partie des villages composant la Pieve d'Ornane. Dans la Pieve d'Ornane, il y a 10 villages. Grossette, Pilacanal, Cora, Grossette, Sainte-Marie-Sicile, Campo, Frasette, Pilacanal, Urbalacone, etc. Donc ça veut dire que là, après, ça va être le travail du généalogiste d'essayer de retrouver si dans les naissances, dans les baptêmes, les recensements, on peut retrouver traces de la famille. Alors, les recensements. Les recensements, par rapport au continent, il y en a 3 qui sont spécifiques à la Corse et qui sont extrêmement utilisés par les généalogistes. Le premier, c'est le 69-70 d'Ichoiseul. Il a été réalisé au lendemain de la conquête de l'île et il devait permettre de connaître le nombre d'habitants et les productions de chaque village. À peu près, on peut considérer qu'il manque 30%, entre 30 et 20% de la population. La raison, c'était les villages où on pratiquait la transhumance, c'est-à-dire les gens où les bergers descendaient sur les plages. Souvent, ils ont été oubliés. Plus quelques paolistes qui ne voulaient pas se faire connaître des Français. Bon. Après, il manque des pièves. La Gravone, c'est Bocognane, Tavere, etc. Pourquoi il manque la Gravone? C'est que certainement, elle a été perdue. Parce que dans le registre de présentation, on trouve des informations sur le recensement de la Gravone. Le Fiumo, on est sûr que le Fiumo n'a jamais été fait, puisqu'on a un petit PV où le recenseur qui devait monter à Prunel s'est fait couper la gorge sur le chemin qui montait à Prunel, et quand ils ont cherché un autre volontaire, ils n'en ont pas trouvé. Donc, résultat, il n'y a pas de recensement pour le Fiumo. Donc, comment ça se présente? Ici, vous voyez, c'est Ajaccio. Donc, Ajaccio, vous avez des noms de famille. Ici, on retrouve une famille avec un certain Carlo Bonaparte, une certaine Letizia, un certain Napoléon, avec un âge. Donc, nous, quand on travaille sur un village, c'est le premier document qu'on informatise. Par contre, ici, vous voyez, c'est Ajaccio. Vous voyez, ici, il y a les familles. Par contre, si je vous montre Bastelica, ce n'est pas des noms de famille. C'est le prénom suivi du prénom du père avec l'âge, avec Rose qui a 30 ans, une autre dame qui est certainement sa mère ou sa belle-mère, et leur fille, avec les prénoms. Mais vous voyez ici, vous avez 4 familles, il n'y a aucun nom de famille. À Bastelica, en 1769, il y a 1300 habitants, il n'y a que le curé qui a un nom de famille. Tous les autres, ils sont nommés par Paul, Quandam, le prénom de leur père. Alors, pour vous dire que ce n'est pas si difficile, c'est que moi, toutes les familles, leur ai redonné le nom de famille des descendants. On y arrive, hein, et on est plusieurs à l'avoir fait. Jojo l'a fait sur le village d'Antisante. En gros, on arrive à identifier, il y a peut-être 1 ou 2 familles qu'on ne va pas identifier, arriver à leur donner le nom de famille des descendants, mais c'est assez rare. Après, le deuxième, c'est 86, qui concerne principalement la Haute-Corse et la région de Bonifacio. Donc lui, il se présente un peu plus quasiment de la même famille, de la même façon. Par contre, ici, on voit apparaître, vous voyez ici, il y a le nom, le nom. Alors ici, le nom, ils ne le mettent pas trop, ils mettent parfois le prénom, ils mettent parfois une indication. Les enfants, et de temps en temps, ils mettent la profession du chef de famille. Alors, lui, il est aussi intéressant pour les communes dans lesquelles il a été fait. Mais il y a, sur la Corse du Sud, à part les régions de Bonifacio, il n'y a aucune commune où il y a un 1786. Et après,
Oui, vous avez ici. Après, ça, c'est aussi des indications qui vous permettent de savoir ce que fait la personne. Si vous trouvez quelqu'un qui a 0,0000, qui n'a ni chevaux, ni mules, ni bœuf, ni rien, il n'est certainement pas agriculteur. Il aura plutôt une profession artisanale, c'est-à-dire qu'il va être maçon, tailleur, cordonnier, menuisier ou ferronnier. Et après, vous avez le 1818. Le 1818, c'est le premier recensement complet qui a été fait par les maires des villages. Donc lui, il est très intéressant parce qu'il vous donne le nom de jeunes filles des épouses. Donc là, il vous dit, par exemple, ici, il vous dit... Alors lui, vous voyez, il écrit en français, il n'a pas mis les prénoms en toscan, mais il vous dit que ce monsieur, il est laboureur, il a sa profession, il a 26 ans, sa femme est de la famille piètre, et ils n'ont pas encore d'enfants. Après, il vous donne le nombre d'enfants. Malheureusement, il ne vous donne pas les prénoms. Mais vous savez que ici, vous voyez qu'il a 2 garçons. Si dans les recherches, vous trouvez 4 garçons qui ne correspondent pas aux âges, il y a peut-être des questions à se poser sur la véracité des recherches. Parce que ça veut dire que quelque part, il y a quand même une correspondance. Après, les âges qui soient juste à 2 ans ou 3 ans près, c'est cohérent. Ce n'est pas du calcul mathématique comme aujourd'hui. Des fois, il y a le petit, il a 8 ans, ils mettent qu'il a 6 ans dans le recensement ou 10 ans. Ça arrive souvent. Après, vous avez des informations. Ici, vous voyez, ici, vous donne marquage, félicité, et son nom de jeune fille. Ici, il vous donne Minicone Jérôme, journalier, 40 ans, sa femme Martinette. Et ce qui est intéressant, c'est des fois les commentaires, puisqu'ils vous indiquent parfois que la fille est mariée avec telle personne ou les enfants sont avec son père. Et ce qui est important, c'est les premières, parce que des fois, c'est le seul moyen que vous allez pouvoir faire la filiation, parce que comme les mariages ont lieu dans la période où il y a très peu de mariages, c'est-à-dire la période, on va dire 1794-1805, c'est des fois le recensement de 1818, grâce à ces petites indications, qui va vous permettre de faire la filiation. Après, les notaires. Alors, les notaires, c'est vraiment la mémoire de notre peuple. Donc pourquoi? Parce que déjà, ils intervenaient à tout moment. Il était plus important de faire un contrat de mariage que de passer devant monsieur le curé ou monsieur le maire. Parce que le contrat de mariage, il y avait toujours quelque chose, il fallait que la demoiselle soit dotée. Donc la dot pouvait aller d'un demi-cochon à un demi-veau pour les familles qui n'avaient pas beaucoup. Puis les familles riches, on donnait les terrains qui n'avaient aucune valeur. Votre avis, c'était où les terrains qui n'avaient aucune valeur? À la plage. Donc, et après, vous avez ce qu'on appelle les quittances de dot. Les quittances de dot, en fait, c'est le mari qui attestait qu'il avait bien touché de son beau-père la dot. Alors, il y avait des quittances de dot qui étaient signées 3 jours, 4 jours après le mariage. Et moi, le record que je connais, c'est 25 ans. C'est-à-dire que le père, il aimait tellement sa fille, il avait tellement lui donné de biens et d'argent, qu'il a fini de payer 25 ans après le mariage. Et la quittance, elle est signée 25 ans, où le mari redit « J'ai enfin touché les sous qu'on me devait ». Après, vous avez les testaments. Ça, c'est intéressant parce que, en général, ici, toute sa famille, même ses filles mariées ou ses petits-enfants. Après, les ventes, c'est aussi pas intéressant parce que, je suis désolé, mesdames, je vais vous vexer, mais quand une femme vendait un terrain et qu'elle était veuve, il y avait toujours des hommes mâles de sa famille, ses frères, son beau-père, son beau-frère, qui venaient pour attester qu'elle signait, qu'elle n'avait pas perdu la tête et que toute la famille était bien d'accord pour qu'elle vende tel ou tel terrain. Alors, les ventes, la seule chose qui est très difficile à identifier, c'est les terrains qui sont vendus. Parce qu'en fait, ce n'est pas le cadastre comme aujourd'hui. Ils vont vous dire c'est le terrain au bord du fleuve, bordé à droite par celui de Francesco Di Marco et d'Antonio Di Santo. Des fois, ils vous donnent le lieu-dit, des fois, ils ne vous le donnent pas. Donc, trouver les terrains qui sont vendus, c'est très, très difficile, sauf s'ils n'ont pas trop changé de main jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire que quand ça appartient toujours à la descendance, on peut espérer, en regardant les propriétaires d'à côté, trouver. Mais c'est quand même assez rare. Et après, il y a aussi quelque chose qui est intéressant, c'est les retours de dot. Alors, qu'est-ce que c'est un retour de dot? Monsieur X épouse mademoiselle Y, dot. Monsieur X et mademoiselle et madame Y ont 2 enfants. Madame Y meurt malheureusement, laissant 2 orphelins de 2 et 5 ans. Là, premier acte de son père qui dit « Je rappelle que je vous ai donné une dot
et que cette dot doit obligatoirement aller à mes petits-enfants. Donc ça veut dire que si tu te remaries, ce n'est pas pour tes enfants de ton second mariage. Là, les deux petits-enfants, malheureusement, morts dans les années suivantes. Là, on acte, des fois c'est assez cruel. Moi, j'ai vu un acte où le beau-père, il écrit « Mon sang n'existe plus dans ta famille. Donc, il faut que tu me rendes la dot. » Donc, quand on rend la dot, c'est facile. Si c'est un demi-veau, un demi-cochon, on rend un demi-veau, un demi-cochon. Mais des fois, les problèmes commencent quand le mari dit « Moi, j'ai mis en valeur le terrain, j'ai investi du temps, du travail, je veux une récompense. » Donc là, la récompense, ils appellent ce qu'on appelle des patchers, des gens, des estimateurs qui vont essayer de trouver le meilleur compromis. Souvent, le meilleur compromis, c'est le mari va garder 5 châtaigniers sur le terrain de la belle famille. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont 5 châtaigniers sur le terrain de quelqu'un d'autre. Oui, ou ils vont dire, finalement, le mari, il a quand même entretenu le jardin, on va lui donner 10% du terrain. Et aujourd'hui, moi j'ai le cas, j'ai un terrain de 3 hectares sur lesquels il y a quelqu'un d'autre qui doit en prendre 600 mètres carrés. Ça s'appelle un bien non délimité. Et en fait, ça vient souvent de retours de dot ou de partage mal fait qui font qu'aujourd'hui, vous avez des gens qui ont un quart d'un terrain à prendre. Mais la difficulté, c'est que personne ne sait si c'est le haut, le bas, le bas. Et alors, le seul moyen d'en sortir, c'est faire borner par un géomètre. C'est-à-dire que le géomètre, il vient, il met tout le monde d'accord, il dit, voilà, on va tirer un trait au milieu, vous avez les 2 tiers du haut, les 2 tiers du bas. Donc déjà, il faut espérer qu'il n'y ait pas de carte communale avec une zone constructive, parce que là, les problèmes commencent, parce que tout le monde va vouloir avoir la partie qui se trouve dans les traits sont constructibles. Mais bon, on est dans un village de montagne, il n'y a pas de pré constructible, donc ils arrivent. Et là, vous découvrez que sur la partie du BND, il y a 27 héritiers, et il faut que les 27, ils signent le partage. Et là, difficulté, vous dites, il y en a qui sont aux États-Unis, il y en a qui sont... Et puis les types, ils vous les contactent, ils disent, j'en ai à faire, ça vaut rien. Donc, après, ce qu'ils oublient de comprendre, c'est qu'aujourd'hui, il y a une loi qui s'appelle un bien 100 mètres. Un bien 100 mètres, c'est quoi? Vous avez un bien, vous êtes dans une commune, vous demandez l'alias fiscal. Si depuis 3 ans, les impôts ne sont pas payés, si le propriétaire est mort depuis plus de 30 ans, et qu'aucune succession n'est ouverte, 6 mois après la publication de l'arrêté, le bien rentre dans le patrimoine communal. Voilà. Et là, c'est de plus en plus utilisé par les communes parce qu'il y a les impôts ne sont pas payés. En fait, les gens, ils croient que ils comprennent, sur les terrains, il y a des petites sommes à payer, mais comme personne ne veut gérer la succession parce qu'ils sont 30 ou 40 à être propriétaires, résultat, ils ne payent pas et au bout d'un moment, ils sont dépossédés. Mais ils ont ce qu'ils méritent. Hein. Je veux dire, à un moment, les successions, il faut comprendre qu'il faut les régler. Alors, les notaires, ils sont toujours rédigés en toscan. Souvent jusqu'en 1815, voire même un peu plus. Il y en a même jusqu'en 1870. Ils sont conservés aux archives si le versement a lieu. 3 petits points. Pourquoi? Parce qu'il y a encore beaucoup de notaires qui sont malheureusement en main privée. C'est des héritages qui datent du grand-père, de l'arrière-grand-père, et surtout on ne les donne pas, on ne les laisse pas numériser, on ne fait rien. Bon, nous, on a des fois de la chance, c'est-à-dire qu'à Pétrette, on est tombé dans un grenier, il y a un monsieur qui a fait une conférence comme ça, on lui dit, vous savez, si vous trouvez des vieux registres dans votre grenier, appelez-nous. On est monté, il y avait 10 sacs poubelles, 10 sacs de courses, de registres de notaires, qui allaient de 1540 jusqu'à 1850. Donc on les a récupérés, on les a numérisés et on les a donnés aux archives. Parce que nous, on n'a pas vocation à les garder. Par contre, on a les copies numériques, on peut travailler dessus. Là, la semaine dernière, j'ai récupéré un notaire de Sorbolane de 1772 qui manquait aux archives. Ils avaient le reste de la collection, il manquait celui-là. C'était une succession, on a négocié avec la famille. Bon, officiellement, il tombait du camion. Hein. Ah oui, non, après il tombe du camion, on me l'a envoyé par la poste, je ne sais pas qui c'est qui me l'a envoyé. De toute façon, après on ne regarde pas, nous on le numérise, on le redonne aux archives. Ce n'est pas notre métier de garder des registres. Nous, à partir du moment où on a les photos numériques, on travaille aussi bien qu'avec les originaux. Et l'original, il va aux archives, il est bien protégé, il est dans une belle atmosphère. Il y a Kabassia qui peut prendre des champignons, mais ça c'est autre chose. Alors, nous on a numérisé de nombreux registres. En fait, c'est la principale richesse de notre base. On a numérisé beaucoup de notaires qui sont consultables sur notre site. Par exemple, on est en train de numériser tous les registres d'Ajaccio du XVIIe siècle. On en a fait, on est à peu près en 1640, on a fait les premiers, mais on est à peu près à une quinzaine de registres qui ont été numérisés.
Après, on a des registres. Tous ceux qu'on a retrouvés à Pétrette, on les a numérisés. Ils concernent des villages autour. On en avait retrouvé dans le Cap Corse. On en a retrouvé à Guisogne. On en a retrouvé à plusieurs endroits. Ils sont numérisés. Ils sont mis sur notre site. La seule chose qu'il y a, c'est qu'ils sont marqués. C'est-à-dire qu'il y a marqué, il y a un petit watermark, ce qu'on appelle un marque-page, Corsica Genealogy. C'est pour éviter que certaines en fassent une mauvaise utilisation et les publient sur des sites où c'est interdit. Alors, vous voyez, ça c'est un contrat de mariage en 1757, c'est quand même bien écrit. Vous voyez, les contrats de mariage, ils commencent toujours par les mots amitié parentèle. Quand vous voyez dans un acte amitié parentèle, donc c'est pour une appart, Nicolo, ça veut dire dit patronne. Padrone, ça veut dire que c'était un pêcheur qui possédait sa barque de pêche. Souvent, c'était plutôt les corailleurs. Antonio Carbone, parmezz di Camilla sua sorella et de l'altre Agostini Lari, di patronne santo. Donc ça, c'est un contrat de... Vous savez qui c'est Camilla Hilari? Les profs d'histoire n'ont pas le droit de répondre. Camilla Hilari, ça vous dit rien? Vous connaissez l'histoire de Napoléon? Camilla Hilari. Vous savez ça? C'est sa nourrice. C'est celle à qui il a légué dans son... Et en fait, c'est le seul document qui vous donne sa filiation. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mariage. Pour l'époque, le registre des mariages d'Ajaccio, pour cette époque, a disparu. Donc en fait, c'est le contrat de mariage qui va vous permettre de retrouver sa filiation. Donc voilà, ça c'est un exemple de contrat de mariage. Vous voyez, ça prend à peu près 2 pages. C'est-à-dire qu'après, ils vont dire on va tous se rendre heureux mutuellement, et à la fin, il y a l'échange des biens qui vont être donnés pour le mariage. Donc là, on voit qu'il y a certaines familles à Ajaccio qui avaient énormément de biens. Il y en avait 2-3 qui étaient en compétition, c'est-à-dire quand il y en avait un qui donnait tant à sa fille, l'autre, il fallait qu'il donne plus. Après, vous avez, dans 1730, là c'est à Zevaco, c'est que vous avez un contrat, une quittance de mariage entre Saverio, vous voyez ici, Saver quandam Domenico del Frasset, stant in Zevaco. Alors ça veut dire, pour ceux qui ne comprennent pas le toscan, c'est Saver et de feu Domenico, originaire de Frasset, habitant à Zevaco. Frasset, c'est un autre village qui est dans la Piève, qui confesse à Martine di Paolo di Dettolo di aver di dette Paul la dot di Don Chiara, son épouse, et Moil del Sudette Martinette. Donc en fait, ça va vous donner la filiation du mari, la filiation de l'épouse, et en 1750-30, il n'y a plus de registre paroissiaux à Zevaco. C'est le seul moyen d'avoir les... Alors là, vous travaillez qu'avec des prénoms. C'est-à-dire que vous oubliez les noms de famille et vous ne travaillez qu'avec des prénoms. C'est-à-dire que vous allez chercher dans votre base tous les couples où vous avez une épouse qui s'appelle Thiar et un mari qui s'appelle Saverio. Dans le village ou les villages voisinants. Vous allez regarder si les dates elles peuvent correspondre. Si vous en avez qu'un seul avec un autre indice qu'il est de Frasset, ça va correspondre. Si vous en avez 3 ou 4, vous allez les identifier avec doublon et vous allez dire, quand je vais trouver chez le prochain acte, je vais voir si je peux encore discriminer. Mais des fois, on ne peut pas discriminer. Donc, on reste avec une énigme. Vous voyez, après, le contrat, la quittance de dot, c'est quand même à peu près 2 pages. Alors, l'organisation religieuse. En fait, pourquoi je vous parle de l'organisation religieuse? Parce que si on cherche certains documents, il faut la connaître. 649, on vous dit que les évêques d'Ajaccio, de Sagone, d'Aléria, du Nebbia et de Marianne sont présents au concile de Latran. Donc ça, c'est classique. Bon. En 1133, on va créer un 6e évêché pour des raisons politiques. C'est qu'en fait, les 3 évêchés du Nord étaient rattachés à l'archevêque de Gênes. Les 3 évêchés du Sud étaient rattachés à l'archevêque de Pise. Et c'était pour une question d'équilibre politique entre Gênes et Pise qu'ils ont créé ce 3e évêché. En 1516, les Bonifaciens ne supportaient plus la tutelle de l'évêché d'Ajaccio, donc ils ont demandé à être attachés directement à la mère patrie pour eux, c'est-à-dire à l'archevêque de Gênes. Donc nous, on a été voir les archives de l'archevêché de Gênes, il n'y a pas grand-chose.
il y a quelques lettres où ils se plaignent des curés qu'on leur envoie, parce qu'en fait, l'archevêque de Gênes, tous les curés qui étaient en punition, ils partaient à Bonifacio. Et après, il y a une liasse qu'il n'a pas voulu qu'on regarde, c'est les exorcismes. Il a dit non, non, il y a 2 rapports d'exorcisme, je ne vous les montre pas, vous êtes capable d'identifier les familles qui ont été exorcisées, et on ne doit pas révéler qui a été exorcisé, donc on n'a pas pu les voir. Après, en 1563, ils ont dit quand même, le diocèse d'Ach, c'est un peu petit, on va le supprimer, et ils ont gardé les 5. En 1790, il y a eu suppression des 5 diocèses, et au départ, ils avaient créé un seul diocèse qui avait pour siège Ajaccio. En 1801, le Concordat, je me demande sous l'influence de qui, a dit non, non, on ne peut pas laisser un siège de l'évêché à Bastia, on ramène tout à Ajaccio. Donc si vous connaissez un peu l'histoire, logique, hein. Mais en fait, ce n'est pas que lui, c'est surtout l'influence du tonton. En fait, c'est surtout sous l'influence du cardinal Fesch, qu'ils ont ramené le Concordat, enfin le siège de l'évêché à Ajaccio. Alors, qu'est-ce qu'on va trouver dans ces archives religieuses? On va trouver des états des âmes. Les états des âmes, c'est un recensement religieux. En fait, on va retrouver, vous voyez ici, c'est Cogno collé en 1728, ça va être toutes les familles avec le chef de famille, les épouses et leur âge. Ça, dès qu'on a un document comme ça, nous on le saisit dans la base quand on travaille sur un village. L'intéressant, c'est que vous avez des âges, donc là il est daté, donc il vous calcule le tiers, ça veut dire environ. Des fois c'est juste à 2-3 ans près. Mais vous avez une photographie des familles du village qui est assez intéressante. On va trouver des dispenses de consanguinité. Une dispense de consanguinité, c'est quoi? C'est quand 2 cousins devaient se marier, ils devaient fournir un mini-arbre qui permettait de montrer qu'il n'y avait pas trop de consanguinité. Donc en fait, ici, vous voyez, c'est en 1756, c'est dans le plus beau village de Corse, avec Chicasorel. En fait, il va vous donner des informations sur les maris. Il va vous dire que Madeleine va épouser Jobat. Donc ils vont vous dire que Madeleine elle est fille de Marie, cette Marie est fille de Vincent, Vincent est fils de Giomate, et Giomate est fils de Petro. De la même manière, le mari est fils de Philippine, qui est fils de Guilhelme, qui est fils d'Antoine, qui est fils de Petro. Ici, vous avez le mari Giobat, il est fils de Gio Antoine, qui est fils de Giacomo Sant, de Giomate, qui est fils de Guilfuc. Là, vous avez Stéphane, qui a comme enfant Gio Andri, qui a un enfant Antoine, et qui est une fille Madeleine. Moi, je vous dis que les 2 maris ont le même nom de famille. Pourquoi? Les 2 époux ont le même nom de famille. Parce qu'ici, vous n'avez que des garçons. Donc ça veut dire que si vous arrivez à donner un nom de famille aux descendants de Jobat, vous allez le donner automatiquement à toute la lignée ici. Là, vous avez aussi que des garçons. Donc Madeleine, elle a le même nom de famille que son mari. Mais il y a mieux. Ici, vous avez ce qu'on appelle des dispenses d'affinité. Les dispenses d'affinité, c'était quand un veuf ou une veuve se remariait et qu'il y avait une parenté entre la nouvelle épouse et l'ancienne épouse. Donc là, ils vous expliquent qu'ici, il y avait une parenté et donc ils vous font aussi un mini-arbre. La même chose pour les époux. En fait, pour le même mariage, vous avez 4 mini-arbres. Si vous arrivez à les reconstituer, vous remontez les généalogies de 100 ans. Pourquoi? On va dire que c'est des veufs. Donc, ils n'ont pas 20 ans. On va dire qu'ils ont peut-être 25, 30 ans. On va prendre 30. 1756, on va faire moins 30. On va dire les époux, ils sont nés vers 1725. Les parents, on va les dire à 30 ans, 1695, 1665, 1635, et vous avez les 2 têtes qui sont nées autour de 1610. Donc avec ces petits documents, vous arriverez à remonter des généalogies sur une centaine d'années. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc il faut que j'accélère. Bon, là, vous trouvez la même chose. C'est à l'évêché de Marianne. C'est sur Pietra Corbar. Alors, la difficulté des dispenses de consanguinité, c'est que les dates pour lesquelles vous les trouvez diffèrent complètement suivant les évêchés. Les plus riches, c'est celles de Marianne et de Sagone qui commencent en 1578. Donc vous trouvez un petit arbre 1578 moins 100 ans, vous êtes en 1450. Il y a un adhérent qui les a indexés, Ajaccio aussi on les a indexés,
et toutes les photos de Ajaccio, Aller, Marianne et Débie ont été numérisées. Celles de Sagone, elles sont consultables sur le site des archives de la collectivité de Corse. Après, je vais dépasser un peu. On va parler de la Corse génoise. En fait, en 1732, les Génois, ils se sont aperçus au bout d'un certain nombre d'années qui dominaient la Corse, que leur organisation politique n'était pas trop bien connue, donc ils ont demandé à un père de dresser une carte de l'île. Et en fait, ils ont superposé aux pièves religieuses. Les pièves religieuses, c'est ce qui existait depuis longtemps pour l'organisation de l'Église, des pièves civiles. Et en fait, ils ont créé 15 juridictions avec 69 pièves. Donc ces juridictions, c'est tout ce qui est en gras, et chacune des communes dépendait d'une piève. Alors ça, c'est important de le connaître, parce que tous les documents qu'on va pouvoir retrouver à l'archivo-di Stato di Genova, ils sont classés en fonction du lieu de regroupement et de la juridiction. Donc, les archives génoises, qu'est-ce qu'il y a? C'est principalement l'archivo-di Stato, sauf pour le caméral, qui est à Ajaccio, et qui comprend beaucoup d'états des âmes pour des communes de Haute-Corse. Alors, ces états des âmes, ils sont entre 1677 et 1678. Ce fonds, il a été numérisé par l'association, donc il est consultable sur notre site. Il n'y a aucune commune de Corse du Sud. Alors, ce qu'on va utiliser à Gênes, c'est ce qu'on appelle des registres de taille. C'est des registres d'imposition. En fait, les podestats des communes, c'est les maires, ils devaient établir des listes d'imposition pour que les gens pouvaient laisser. Les plus anciens, ils datent de 1434. Nous, on a fait plus de 25 000 photos de ces documents. On va retourner à Gênes à partir de la semaine prochaine pour une semaine de campagne de numérisation. Donc, qu'est-ce qu'on va trouver? On va trouver du 1726-1728, où on va retrouver des compositions de famille. Vous voyez ici, vous avez Giulio César Condam Chrysanthe, qui a 36 ans, son épouse et ses enfants. Donc, la majorité des enfants, les garçons ont un âge, pas les filles. C'est comme ça, j'y peux rien, c'est comme ça que travaillaient les Génois. Donc ça, c'est les plus récentes qu'on peut avoir. Après, vous avez autour d'Ajaccio, sauf Bocconiane, tous les villages proches d'Ajaccio, des états des âmes pour 1727. C'est-à-dire que vous avez toutes les familles qui sont recensées sans âge. Ici, vous avez les familles. Vous savez, Giocante d'Agostine, Barbara, Gio Francesco, Gio Domenico. On les a tous informatisés. Donc, il y a 18 ou 20 communes, on les a tous informatisés, ils sont tous saisis dans nos bases de données. Après, il y en a certains, on a retrouvé les noms. C'est-à-dire que moi, j'arrive à remonter, là, je connais le nom des descendants. C'est pas trop dur, il s'appelle Giocante. Parce qu'en fait, regardez, lui, il s'appelle Giocante Condam Agostine, et ses descendants vont s'appeler Giocanti. Donc après, on va retrouver des documents qui vont être un peu plus anciens, on va remonter dans le temps. Ici, on a d'autres documents qui sont un peu plus anciens. Ici, on va en retrouver, plus on remonte dans le temps, vous voyez, ça va être des âges et des familles. On a le A, là, vous savez quelle lettre c'est? Vous la connaissez, vous l'utilisez tous les jours. Ça s'appelle un arrobase. En fait, qui est une lettre très ancienne qui veut dire environ. Après, vous avez par exemple des registres de taille. Ici, on est en 1622 à Calenzane, où vous avez un certain nombre d'informations. Vous voyez, ici, vous avez Dionise Condam Marianne, 36, son épouse, les enfants, avec les âges, etc. Donc, vous avez quand même dans ces documents beaucoup d'informations, mais je ne peux pas vous donner de loi générale, parce que chaque village et chaque, division est différente. C'est-à-dire ce que vous allez trouver sur la subdivision de Corté va être complètement différent de ce que vous allez trouver chez Ajaccio, de ce qui va être différent de Bastia, d'Aléria. Il faut aller, il faut chercher, il faut regarder l'inventaire qu'on a fait et voir s'il y a des choses qui peuvent intéresser vos communes. Après, on va en trouver d'autres, ça c'est 1664. Donc ici, on voit, là le arrobase, on le voit bien. Vous voyez? Donc ici, vous avez des gens qui s'appellent Jordan Condam Pietro Giovan, qui a un fils, Ottavio, qui a 13 ans. Après, là, on remonte un peu plus et l'écriture. Alors, vous voyez ici, vous avez des prénoms. Casanova Condam Renuccio. Ça veut dire qu'à l'époque, il y a des prénoms qui ont complètement disparu
comme Casanova, que vous plutôt Serafino avec deux F, bon ça c'est connu, mais ici, vous voyez, c'est la ville de Feliceto. Après, vous avez la plus ancienne qu'on puisse utiliser, c'est 1537, avec des ça c'est Fozzane, mais par contre c'est un peu difficile à lire. Alors on a la chance qu'il y a un monsieur qui a fait un livre qui est en vente sur le stand de l'association, qui s'appelle Les noms de famille en 1537, qu'il a complètement dépouillé et qui a indiqué tous les noms les prénoms qu'il a pu trouver. Voilà. Après, un des documents les plus anciens qu'on a trouvé, il date de 1489. Il donne les lieux habités en Corse du Sud où les gens doivent payer les impôts. Donc on retrouve un certain nombre de villages habités. Et vous voyez ici, bon, c'est autour de chez moi, il y a des lieux qui ont complètement disparu. Aujourd'hui, Zizzoli, c'est plus du tout un endroit habité. Mais à l'époque, il y avait des gens qui y habitaient. Alors, ce qui est intéressant, c'est quand on joue avec les enfants, on leur montre que leurs villages, ils sont plus anciens que New York. Et que donc, quand il faut faire du tourisme, il vaut mieux aller visiter leur village de montagne que d'aller à New York. Eh oui. Après, qu'est-ce qu'on va trouver à Gênes? On va trouver des documents de succession, où là, vous voyez, au-dessus, on a un petit arbre. Donc ça, c'est très intéressant. On va trouver des arbres familiaux. Ça, c'est un arbre de la famille Perrette de Lévis. Et en fait, c'était souvent des familles qui demandaient la reconnaissance qu'on appelle de bénébérite. Ça veut dire de bons serviteurs de l'État génois. Et l'avantage, c'est qu'ils ne payaient plus les impôts. Donc voilà. Après, la principale particularité des recherches, comme vous l'avez compris, c'est l'absence des noms de famille. On va dire avant 1780, dans certains villages, c'est un peu avant, mais bon. Alors, en fait, les casates, ce qu'on appelle les casates, c'est les noms de famille. Dans les villes, dans les présides, elles vont apparaître assez rapidement, parce que toutes les familles génoises qui arrivent à Ajaccio ont un nom de famille. Les Bonaparte et les Baccio, ou les familles qui arrivent à Bastia, ils ont un nom de famille. Dans les villages, il n'y en a pas. Les gens, comme ils étaient appelés, le prénom de leur prénom suivi du prénom de leur père, et au milieu, ils mettaient Di ou Quandam en fonction si le père était mort ou pas. Donc, là, vous voyez, Uchan, en 1727, il n'y a pas una casate. Il n'y a que des prénoms. Vous voyez, ils sont classés A, B, c'est que des prénoms. Donc, là, on fait avec. Et quand on n'a pas de prénom, on va travailler qu'avec des noms de famille. Alors, ceux qui travaillent avec du papier, je pense que je leur souhaite bon courage. Aujourd'hui, il y a des logiciels qui vous permettent de dire « je veux tous les Francesco nés à Uchan entre 1700 et 1715 », le logiciel il vous sort la liste. À une condition, c'est quand vous saisissez des données, il faut toujours estimer les dates de naissance des gens. Parce que si vous ne mettez pas de date de naissance, ils n'apparaîtront pas dans la liste. C'est-à-dire, je vous donne un exemple. Là, vous avez Jocante. Vous allez dire il a 2 enfants, dont un fils marié. Donc le fils marié, il a déjà quand même 3 enfants. Il va plutôt être proche des 30 que des 20 ans. Donc lui, on va dire qu'il a à peu près 50-55 ans. Mais si vous saisissez Jocante, fils d'Agostine, et que Agostine, vous lui mettez aucune date de naissance, quand vous allez chercher tous les Agostines sur Uchan, il ne va pas apparaître. Né avant 1664, parce que le but, c'est après d'utiliser la taille précédente, 1664. Donc moi, je vous donne un conseil. Quand vous saisissez des gens, vous estimez les dates de naissance. Nous, on a un principe dans l'association. Quand on voit une date de naissance avec vert, ça veut dire que c'est celui qui a saisi qui l'a estimé. Elle peut être juste à 10 ou 15 ans. Elle peut s'être trompée. Il y a des gens qui ont eu des enfants à 85 ans. On s'en est aperçu qu'une fois qu'on a trouvé leur acte de naissance, on a corrigé. Ça peut arriver, mais vert, c'est toujours de l'estimer. Mais ça nous sert beaucoup pour nos recherches parce qu'on est sûr d'avoir tout l'emblème de la chose. Alors, les noms de famille, ils ont plusieurs origines. Dans les présides, c'est particulièrement le village d'origine. Quand vous appelez à pied Talat Bastelica, c'est que vous êtes originaire du village. La difficulté que vous avez, c'est que 2 frères n'ont pas le même nom de famille. Celui qui est resté au village, il va peut-être s'appeler Martine, et celui qui va être à Ajaccio, il va s'appeler Toll ou un nom comme ça. Parce qu'en fait, celui qui est resté au village, il a gardé le nom de l'appellation emblématique du village. Après, c'est les origines ligures, c'est les familles. Après, vous avez des origines grecques, parce que vous savez qu'il y a une colonie grecque à Paom, et après qui s'est installée à Ajaccio. Donc après, vous avez des origines suisses, Fiesque, et après des origines continentales, roux, bourgeois, etc. C'est des gens qui sont arrivés soit avec les armées françaises,
soit qui sont venus s'installer un peu plus tard. Dans les villages, 80% des noms de famille descendent d'un prénom, avec des prénoms qui ont complètement disparu à cause du Concile de Trente. Parce qu'avant le Concile de Trente, vous pouvez appeler votre fille Chinarquez, vous pouvez appeler votre fils Vinciguer, vous pouvez appeler votre fils Cachaguer, vous pouvez appeler votre fils Avertine, vous pouviez prénommer votre fils Casanova. Après le Concile de Trente, on a dit non, il faut que des prénoms de saints. Donc tous ces prénoms qui n'étaient pas des prénoms de saints ont disparu. Et donc ils sont survécus grâce aux casates. C'est pour ça qu'une casate, c'est toujours un prénom au pluriel. Pourquoi? Parce que quand on vous dit casate azei, Zog dia casate, dit Francesque, je suis du descendant de Francesque, il faut le comprendre comme je suis du sang de Francesque. Et c'est pour ça, quand on sait qu'un nom de famille est attribué à une maison, quand vous avez des Italiens qui arrivent ou des Français qui arrivent autour de 1700 dans certains villages, leurs enfants ne vont pas porter le nom, mais le nom de leur femme. Parce qu'en fait, les gens, ils ont tellement l'habitude de dire Reacas di Pasqualine qu'au bout d'un moment, ils vont les appeler Pasqualine. Après, les deuxièmes, c'est le lieu-dit où vivait la famille. Vous avez des gens qui s'appellent Canavage, ils sortent tous de Campo. Quel que soit d'où ils sont dans le monde entier, leur ancêtre, il vient de Campo. Tous ceux qui s'appellent Salas Cucel, ils sortent soit de Peri, soit de Bocognane. Foat, ils sortent tous d'Azilone. Les Salines, ils sortent tous de Tôle. Ils ont pris le surnom parce qu'ils travaillaient aux Salines à Ajaccio. En fait, les Lecce, principalement, ils sortent de Ticavo. Parce qu'il y a un quartier de Ticavo qui s'appelle le Lecce. Les Folac, ils sortent tous de Bastelica, où il y avait un groupe de maisons qui s'appelait les Folac. Après, le troisième, c'est un surnom. Le plus célèbre, c'est Mancini. Parce qu'on dit en Corse, tutti Mancini, non sono mica Mancini. Est-ce que vous avez compris ce que j'ai voulu dire? Oui. Tous les Mancini ne sont pas gauchers. Parce qu'en fait, Mancini, ça veut dire gaucher. Après, vous avez les gens qui s'appellent Ross. À votre avis, quelle particularité ils avaient? Les cheveux roux. Après, vous avez des gens dans des villages qui s'appellent Capigrige, Capiné, Farinacci. Alors, Farinacci, c'est souvent des meuniers qui sortaient du moulin, ils étaient blancs de partout. Après, vous avez des gens qui pouvaient aussi avoir un nom de profession. Ferrar, ça veut dire que c'était des descendants d'un ferronnier. Voilà. Alors après, il y a des noms qui ont évolué autour du temps. C'est tous les prénoms qui se terminent par IO. Parce qu'en fait, ils faisaient leur pluriel en double J, avec une croche. Et aujourd'hui, il y en a qui ont mis un Y avec un I. Donc le conseil, c'est quand vous avez des noms comme ça, faites les recherches sur toutes les variantes. Souvent, quand vous cherchez Otave, il ne faut pas hésiter à ne pas mettre la dernière lettre, vous mettez OTTAV. Pourquoi? Parce que moi, je connais 3 frères de Bastelica. Celui qui est né à Bastelica, il a un G à la fin. Celui qui est né à Ajaccio, il a un Y. Celui qui est né à Marseille, il a un J. Ils n'ont jamais fait corriger les actes d'état civil, donc c'est resté à la descendance. Souvent, les erreurs comme Tor ou Tor et Giudice et Giudice, le GI et le GU, c'est des erreurs de l'officier d'état civil. C'est-à-dire que, à force d'entendre que le Guy s'écrivait sous l'arbre, s'écrivait GUI, quand il est arrivé un monsieur qui s'appelait Giudice, qui aurait dû s'écrire GU parce que ça descendait de Giudice, le juge ou Giudice de Chinarque, ils ont mis GUI. Si vous ne faites pas corriger l'acte d'état civil de suite, ça se transmet à la descendance. Voilà. Alors, les âges, attention, le mot tchirk, ça veut vraiment dire environ. Souvent, ça peut aller jusqu'à 10 ans. Et après, en Corse, il y a beaucoup de Corses qui n'ont pas d'acte de naissance. C'est pour ça qu'il ne faut jamais faire les recherches en commençant par les actes de naissance, mais toujours par les actes de mariage. Pourquoi? Parce qu'en fait, ils faisaient des actes de notoriété. Pardon. Qu'est-ce que c'est? C'est qu'en fait, c'est surtout les bergers qui pratiquaient la transhumance. Ils ne remontaient pas chaque fois au village déclarer une naissance ou un décès. Donc, qu'est-ce qui se passait? Quand ils y pensaient, ils déclaraient la naissance. Sinon, s'ils oubliaient, quand ils remontaient au village, l'enfant devait se marier ou devait aller au service militaire, on fait la notoriété. Donc, vous allez voir le juge de paix. Ah, voilà, j'ai eu un fils, vers 1815. C'est comme ça qu'il y a des dames qui ont 3 enfants en 6 mois sans jumeaux ni triplés. Ou ils faisaient la même chose pour des notoriétés. Ils disaient, oh, lui, il est mort. Ça fait longtemps. Moi, je pense qu'il est mort il y a plus de 20 ans. Manque de peau, il y a 17 ans, il déclarait la naissance de son fils. Mais à la naissance, au mariage de ce même fils, ils vont dire, il est mort, suivant acte de notoriété, il est mort il y a plus de 20 ans,
au bord de mer ou dans la montagne. Donc quand vous avez des actes de notoriété, c'est toujours à prendre avec beaucoup de précautions sur les âges ou les dates qui y figurent. C'est que de la mémoire. Hein. Voilà. Donc je sais que j'étais un peu long, mais j'en ai terminé. Donc en fait, ce qu'il faut encore, c'est qu'il faut savoir que son histoire nécessite plus qu'ailleurs de la méthode. Si vous n'êtes pas méthodique, vous n'arriverez malheureusement à pas grand-chose. Pourquoi ? Parce que surtout quand vous attaquez la période où il n'y a plus de nom de famille, il faut... Chaque acte, ça vous fait... Quand vous travaillez avec les actes de notaire, vous dites, il y a un Francesco, fils de Martine. Quels sont les Francesco, fils de Martine que j'ai dans ma base? Vous les listez tous qui peuvent correspondre et vous regardez un par un s'il y en a ceux qui peuvent correspondre. Du temps, je ne vous cache pas. Aujourd'hui, sans un logiciel, vous ne vous en sortez pas. On est tous convaincus qu'aujourd'hui, sans un bon logiciel, vous ne pourrez pas remonter avant 1800. C'est-à-dire que si vous tombez sur des travaux qu'on a fait, oui. Si vous voulez vous lancer dans un dépouillement de village tout seul, en le faisant papier, j'ai peur que... Ou alors vous avez une excellente mémoire. Hein. Vous êtes... je ne sais pas à quel jeu vous pouvez jouer, mais c'est... Bon. Voilà. Après, il y a l'association. On peut vous apporter une aide. On a des spécialistes sur quasiment toutes les communes de Corse ou les micro-régions de Corse. Si vous avez besoin d'une traduction d'acte, il suffit de nous envoyer soit sur notre groupe de discussion, sur la page Facebook. Il y a toujours quelqu'un qui vous le traduira. Si c'est un conseil de recherche, c'est pareil. Sur quelle piste je dois partir, vers quel document je dois aller, c'est pareil. On fait des conférences, des formations en visio. Il suffit de se mettre derrière l'ordinateur de chez soi. Vous vous mettez, il y a un conférencier qui vous parle d'un sujet, ça se termine par un échange. Alors le sujet, c'est l'utilisation des outils de l'association. Ça peut être l'utilisation d'un logiciel de généalogie. Ça peut être des chiffrages, des tailles et des registres de notaire. En fait, on le fait en deux parties. La première fois, c'est les gens qui présentent. Et après, c'est les élèves qui travaillent et qui présentent leur travail. Ensuite, il y a plusieurs thématiques qui ont été élaborées. C'est le 3e mardi du mois en visio. Donc, il suffit de demander les codes et voilà. Sur les zones de transhumance, en fait, ça, oui. ça peut être intéressant. Moi, je prends l'exemple de mon arrière-grand-père, qui est né à Pilacanal en étant palnègre. Et ce que j'ai vu, c'est qu'il est déclaré à Pilacanal, en fait. Parce que c'était les périodes où il descendait. Oui. Alors là, c'était l'époque où il commençait à déclarer les gens. Parce que ce qui se passe, c'est qu'il y a une certaine époque où dans les transhumances, alors il déclarait beaucoup moins les enfants. Au début du XXe siècle, les déclarations, elles étaient à Palnec en particulier, elles étaient assez rares. C'est là qu'on trouve beaucoup de notoriété sur Palnec, du fait de la transhumance. Alors en plus, Palnec, c'est un village particulier parce que la transhumance a été des deux côtés de la montagne. C'est-à-dire qu'il y avait la partie qui descendait dans le Fiumorbe et vous aviez la partie qui descendait vers Pilacanal, etc., les plaines du Tard et compagnie.